Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Incroyable, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout roule? Coucou gros nounours. Ah ouais. Ah on en est là? Incroyable. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon lundi. Toutoun, toutoun, toutoun. Ça bosse pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a d'autres comme moi qui attendent l'allumage du chauffage? J'ai regardé sur internet, on m'a dit que c'était le 15 octobre. Normalement demain, je fais partie de la team chaleur. Je quitte la team froid. Pompe à chaleur, désolé. Oh le bâtard. Je fais tourner des gros jeux pour chauffer la pièce. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Il fait trop chaud déjà. Moi j'ai froid. Il fait froid chez moi. Le 15 selon la loi. Alors j'ai cru comprendre que c'était pas la loi. Hein. J'ai cru comprendre que le 15 octobre c'était pas une date légale. Hein. C'est une date qui a toujours été à peu près la même, mais en fonction de la température extérieure, on pouvait évoluer. Ça dépend des immeubles, ça dépend des copros, ça dépend de plein de trucs. Tu vas tuer la planète. Ah bah désolé. Et l'allumage de la lumière, tu vas le faire, c'est un peu sombre, je trouve. Non, moi je trouve pas ça sombre, je trouve ça bien. Hmm. Bordeaux, les fenêtres ouvertes comme si on était le 15 juillet. Ah ouais? Vache. T'as utilisé un de mes commentaires dans ton best-of. Je peux avoir un abonnement, s'il te plaît, ça me semble la base. T'es con, t'es déjà habillé. T'es déjà abonné. Waouh. La vache, elle est dure celle-là. Il me cède un abonnement cadeau. Bah non, mais abonne-toi. Vous savez, vous pouvez vous offrir un cadeau à vous-même. Hein. C'est un très beau cadeau que vous pouvez vous faire d'ailleurs, vous abonner à ma chaîne. Ça vous donne la peau plus lisse et les cheveux plus soyeux. Région parisienne, fenêtre ouverte aussi, il fait 22 dehors. Ah ouais? Et moi j'ai froid. Hmm. Ça donne la police. Oui. Vous avez vu le chat derrière moi? Dans l'arbre à chat? Ça y est, j'ai un chat. Enfin, j'ai de nouveau un chat. C'est bien parce que c'est un chat qui va avoir le même effet que le précédent. Je veux dire, en termes de dérangement, on est sur un chat, voilà. Donc je retrouve le chat d'avant. On peut le toucher celui-là. Ouais, celui-là on peut le toucher. C'est vrai que c'est la nouveauté, on peut le toucher. Non, je me suis dit que si j'avais le sens de l'humour, je l'aurais mis sous un meuble dans la cuisine. Pour que la blague soit complète, il faudrait le mettre sous un meuble de la cuisine. Tu vas faire une cam chat sur lui. J'avoue. Ah ouais, ce serait drôle. Ça, c'est mon genre d'humour de merde. On fait une cam chat sur un chat en Lego. Il est arrivé quoi à Zara? Rien, rien, rien. Il est rien arrivé à Zara. Elle a trouvé une meilleure famille d'accueil. Tu mets de l'arbre à chat sur ton arbre à chat. Oui, je vais mettre de l'herbe à chat. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, moi je fais comme tous les streamers qui ont un chat sur leur bureau pendant qu'ils streament. Bah moi c'est pareil, j'ai un chat sur mon bureau. Regarde la caméra. Regarde le chat.
Il est trop stylé. Il est trop stylé. On peut lui tourner la tête. Quel enfer. Je me suis fait complètement avoir. T'es pas la seule. T'es pas le seul. Il y en a d'autres qui se font avoir. C'est le but, hein, c'est le but du jeu. Hein. 360 degrés la tête. Ouais, ouais. Attention, c'est de la maltraitance animale. On peut bouger les oreilles. On peut changer la couleur des yeux. On peut mettre soit bleu, soit... comment on dit? Orange. Vous savez, les yeux orange. Les yeux jaunes, là, les yeux des chats. Je sais plus. Et on peut changer la bouche aussi, là. On peut lui mettre la bouche fermée ou la bouche ouverte. Là, il a la bouche fermée. Puis il y a un truc où il a la bouche ouverte, où on voit un petit peu sa langue. Voilà, c'est tout. Il est devenu quoi le pote précédent? Non, non, le chat d'avant, il a juste changé de famille d'accueil. Il est dans une autre famille d'accueil. Plus adaptée. Donc je suis trop content de ce chat, il est trop mignon. Et j'ai décidé de le mettre dans mon arbre à chat. Bah c'est sa place, hein. Du coup j'ai viré les t-shirts. Hop. Attends, il est trop bien. Ouais, c'est mieux. Hop. J'ai le même, mais en vrai. C'est vrai, t'as le même modèle? Avec les mêmes poils? Tout pareil? J'ai rattrapé le backseat en retard et quelle incroyable bonne surprise, les Duito. Ah, très content que ça te fasse plaisir. On a gardé le mystère, on a gardé la surprise d'Edoui Plenel. Nouveau chroniqueur de backseat et ben, je suis très content que ça vous plaise. J'ai vu que les commentaires sur YouTube étaient excellents. Ça fait plaisir. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Est-ce que ce chat s'appelle Edoui? Non. Non. Est-ce que t'as abandonné l'idée d'avoir un vrai chat? Non, 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 en vrai, j'ai pas abandonné l'idée. Je vais probablement accueillir un vrai chat plus tard. Sa première chronique était exceptionnelle, émue aux larmes. Ah bah, elle était touchante, ouais, ouais, ouais. Non, non, elle était vraiment touchante. Hein. C'est bien de recruter de nouveaux chroniqueurs prometteurs. Oui, j'ai vu, il y a un mec sur Twitter, un mec sur YouTube qui a commenté il est bon, j'espère qu'il fera carrière. Très bon, très bon, très bon. Je me demande si Edoui sera capable de faire des chroniques légères aussi. Eh ben, on verra. On verra. Je suis d'accord avec toi. Évidemment, il a totale liberté. Hein, on lui a... il connaît Backseat, il connaît l'émission, son ambition, son édito, etc. Voilà, donc il va s'insérer dedans et on verra. J'ai hâte qu'Edoui parle des burgers d'influenceurs. Edoui au milieu d'une vie. Ouais, ouais, carrément. Chroniqueur de Backseat. En tout cas, il est super content, lui. Il nous a dit qu'il était très, 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 très content de rejoindre l'équipe de Backseat et tout. Comment sont choisies les thématiques de Backseat? C'est collégial? Oui, bien sûr. On fait une réunion de rédac le mercredi matin. Donc la veille de l'émission avec les chroniqueurs. Et on détermine ensemble les sujets d'actu. Bon, en général, on les connaît d'avance. Hein. On parle d'actu, donc on sait bien ce qu'est dans l'actu cette semaine, on voit bien de quoi on va parler, etc. C'est rarement une grande découverte. Mais ensuite, chaque chroniqueur a envie de l'aborder différemment, donc on fait une réunion pour caler un peu tout ça. Est-ce que Edoui va participer aux échanges avec les invités?
Il est pas obligé. Ah non, tu veux dire sur le plateau? Sur le plateau, non. Non, non. Sur le plateau, non. Edoui, il va faire une chronique comme celle d'Adèle et de Vincent. C'est-à-dire, il vient, il fait sa chronique et il repart. La semaine dernière, c'était un peu particulier, parce que comme c'était la première de Edoui, et qu'en plus, notre invité politique nous a lâchés, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va profiter du fait qu'Edoui fasse sa première chronique pour le garder en plateau et discuter avec lui. Il était chaud, donc on a fait, vas-y, let's go, on va faire ça. Mais à terme, non. À terme, Edoui, il vient, il fait sa chronique et il repart. Je prépare un partiel de mi-semestre pour mes élèves, tu me files un coup de main? Ça dépend, c'est les élèves en quelle matière? J'en sais rien, moi. Le train a lâché l'invité. Oui, c'est plutôt ça, t'as raison, Dart. Il reste pas pour boire des bières? Ah si, il est invité évidemment à rester boire une bière, mais ça se trouve, il a pas le temps, hein. Il a peut-être des trucs à faire et tout, machin. Hein. Tous les chroniqueurs ne restent pas toujours après l'émission, hein. Il y en a qui doivent se barrer parce qu'ils sont attendus ailleurs, ou parce qu'ils se lèvent très tôt le lendemain matin. C'est pour pas trop prendre la place que vous ne le gardez pas pour les invités. Ah non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que... En fait, le problème qu'on a, c'est que chroniqueur, ça veut dire deux choses différentes dans Brexit. Et du coup, on s'en mêle les pinceaux. Mais nous-mêmes, en interne, on s'en mêle les pinceaux. Hein. Y a les chroniqueurs de plateau, ceux qui viennent faire l'ensemble de l'émission, participer au sujet d'actu, au jeu et à l'interview de l'invité politique. Et il y a les chroniqueurs qui viennent faire une chronique et repartir. Donc c'est Vincent, Adèle et Edoui. Et du coup, on les confond. Et du coup, à chaque fois, on se... machin et tout. Edoui n'a pas vocation à rester toute l'émission en plateau avec nous. Chroniqueur invité, non. Chroniqueur invité, non. Un invité, c'est une personne qui vient répondre à des questions. Les chroniqueurs, ils font pas ça. Commentateur, chroniqueur. Bah non, mais commentateur, non, parce qu'on fait pas que du commentaire. Il y a aussi l'interview de l'invité actu, donc on va pas dire commentateur. En plus, je trouve ça rabaissant, commentateur. Le cast, les chroniqueurs, les invités. On pourrait dire ça, ouais, on pourrait dire le cast. On pourrait dire le cast. Animateur et chroniqueur. Non, animateur, c'est moi. Il n'y a qu'un seul animateur sur le plateau, c'est moi. Mais le cast, c'est pas mal, ouais. Le cast en plateau, les chroniqueurs, les invités, l'animateur, le public, le chat, Internet. L'animateur, c'est moi. Ah bah oui, non, bah oui, l'animateur, c'est moi. Backseat, c'est le talk show de Jean Massier, donc oui, c'est moi qui anime l'émission. Sauf quand je suis malade. Où là, il y a des membres du cast qui me remplacent. Il n'y a plus qu'à faire des petits badges avec les grades pour tout le monde. J'avoue. Et ne pas oublier la technique, évidemment, la technique, la réal, les journalistes, community manager, producteur, coproducteur, régisseur. Non, il y a du monde. Hein. Le comptable, ah oui, bah oui, le comptable, l'avocat, les impôts, le CNC, les partenaires du Before, Amazon pour la diffusion, Amazon, on n'oublie pas. Le chauffeur de salle? Non. Il n'y a pas de chauffeur de salle sur Backseat. On n'a ni l'envie ni le budget. Mais non, de toute façon, le public, il est déjà chaud. Alors, pas pourquoi... Ça sert à rien.
Michel Barnier pour le contenu. Ah oui, Michel Barnier pour le contenu, c'est vrai, le Premier ministre. Vous avez raison. C'est important. Et les nems, on n'oublie pas les nems. C'est vrai, il y a le cuisinier aussi. Bah, c'est pas un cuisinier, c'est un traiteur chinois. Le psychiatre. Le psychiatre. Les antidépresseurs, on n'oublie pas. Important. Oh, faut que je vous raconte un truc. Faut que je vous raconte... Attendez. Il s'est passé une dinguerie. Ma mère a déménagé. Ce n'est pas une dinguerie. On s'en fout, ça n'a aucun intérêt comme information. On s'en branle, c'est pas le sujet. Ah merde. Attends. Ma mère a déménagé et en remuant les cartons du déménagement, machin, elle a retrouvé des trucs. Et elle m'a offert hier soir. Mes POG. Mes POG à moi. C'est mes POG. Je les ai tous reconnus. J'ai fait une tronche quand j'ai vu ça. J'ai fait oh non, c'est mes POG. Ils sont tous là. Sauf ceux que j'ai perdus à la récré, évidemment. Il y a des POG Roi Lion. Il y a Scar. Il y a des POG... Merde, comment ça s'appelle? Le truc là de Pixar, Toy Story. Il y a des POG Batman. Il y a des POG Pokémon. Très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conneries? Il y a des POG, je sais pas ce que c'est. Il y a écrit Made in Taiwan derrière. Et évidemment, il y a les Kini. Les Kini de la victoire. J'en ai 2. J'en ai un Simba. Et j'en ai un, je sais pas ce que c'est. C'est un taureau ailé. C'est une licorne? Je sais pas. Pégase, ouais. Il y a écrit produit sous licence officielle The World POG Fédération. Il y a une fédération mondiale du POG, j'adhère direct. Et donc voilà, donc je suis trop content, je les ai tous retrouvés, ils sont tous là. Ah oui, il y a un joueur de foot aussi. Alors par contre, il s'appelle Boban. C'est un joueur croate. Il y a des amateurs de foot dans le chat? Il y a des gens qui se souviennent? Est-ce que tu as eu une scolarité heureuse? Bah en tout cas, au milieu des années 90, à partir de 10h05, là, à la récréation, là, j'étais imprenable. Tu venais dans ma cour de récréation, tu venais me menacer, ça partait en POG, et je niquais tout le monde. J'étais le meilleur, c'est faux. C'est totalement faux. Donc je suis trop content, j'ai retrouvé mes POG, mes Kini à la con. Et, par contre, je me souviens plus, attendez, parce que je me souviens... comment on jouait déjà? Ça, j'ai oublié. Parce que je me souviens que le but, c'était de les retourner, mais on les empilait, on en mettait 1, 2, 3, et puis en taille, il fallait en retourner 1 ou 2. Et c'était quoi la règle? Comment est-ce qu'on jouait? C'est-à-dire, on mettait un POG qui nous appartenait dans la balance, et puis... il fallait les retourner avec le Kini, ça d'accord. Ça, c'est la technique de jeu, ça j'ai bien compris. Mais comment on plaçait le truc? Ceux que tu retournais étaient gagnés. Ok, donc tu gagnais à l'époque que tu réussissais à retourner. Et du coup, le début de la partie, on faisait quoi? On mettait chacun un POG. Et s'il y en a un au-dessus de l'autre, c'est celui qui joue et tout ça. J'ai complètement oublié. Il n'y a pas des vidéos YouTube qui expliquent? Si, je suis sûr que si, j'ai même pas regardé. Je peux t'expliquer les billes, mais pas les POG. Ah, les billes, évidemment. Il y avait les billes, il y avait les POG, il y avait les POG, il y avait les JoJo. Je sais pas, on faisait quoi? On faisait des avions en papier, on faisait du... putain... du yo-yo. Après, il y avait les cartes. Alors évidemment, les cartes Dragon Ball Z, les cartes Panini, les cartes Pokémon, évidemment.
La corde à sauter, le foot, l'élastique. Ouais, l'élastique, je m'en souviens. Les osselets. Les osselets, c'est plus vieux. La balle aux prisonniers, évidemment. Les garçons attrapent les filles aussi. La balle rebondissante. La paume. L'épervier. La marelle. La bouteille. Le facteur. La bagarre. Le béret, ouais, je me souviens. Ah, moi, j'ai pas connu. Alors, je suis trop vieux pour avoir connu Beyblade, Yu-Gi-Oh! Je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour ces conneries. La tomate, je me souviens. Touche pipi. Fumer au WC. Ah non, mais non, oui, non, oui. On faisait sauter des pétards à la sortie du collège, évidemment. Évidemment, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, je suis à nouveau imprenable, sachez-le. Un nouveau joueur est entré dans l'arène. J'ai mes POG. Si je vous croise, je vous éclate au POG. Sauf que j'ai oublié les règles. Je sais plus comment on joue. Le petit pont massacreur, ouais, je me souviens. La Game Boy, ouais, carrément. Et aujourd'hui, les jeunes, ils font quoi? Ils font quoi dans la cour de récré, les jeunes? Ils font des TikTok? Ils font du wokisme? Ils disent Yel? C'est ça la jeunesse? Roblox sur le téléphone. Pas de patrouille. Euh... Ça respire du ballon. Pokémon épervier. Encore Pokémon? Vraie question premier degré. Les jeunes dans les cours de récréation d'école élémentaire aujourd'hui, ils jouent à Pokémon? Genre ils ont des cartes et tout? C'est trop bien. Putain, c'est trop stylé. Parce que moi, les cartes Pokémon, ça a commencé en 99-2000. C'était la folie, hein. Mon fils, il a 5 ans et demi, il est taré de ça. Ah ouais? C'est interdit les jeux dans la cour. Ah, c'est interdit les jeux dans la cour? Les jeunes, ils sont au garde à vous. Ils font le SNU. Le Tamagotchi revient. Non, le Tamagotchi. Oh, c'est légendaire ça, le Tamagotchi. Mais le Tamagotchi, ça avait du sens à une époque où on n'avait rien. On n'avait pas de console, on n'avait pas de Game Boy, on n'avait pas de portable. C'était incroyable, les Tamagotchi. On se les faisait confisquer en classe parce qu'on n'arrivait pas à les mettre en mode silencieux. Du coup, quand ils avaient fait caca, ils sonnaient. Et on se les faisait piquer par la maîtresse. Et après, fallait aller négocier pour essayer de le récupérer à la fin de la journée. Non, non, ça a jamais vraiment eu de sens. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu absurde. Et à la fin de la journée, ils étaient morts. Exactement, à la fin de la journée, ils étaient morts. Et il y avait une procédure pour reboot. Je me souviens, il fallait appuyer sur les 2 boutons pendant 5 secondes, un truc comme ça. Et ça redémarrait ton Tamagotchi avec un nouvel œuf qui donnait un nouveau... Ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Il y a des nouveautés. Il y a un genre de Tamagotchi qui s'affiche sur une languette qui vibre très fort. Ça donne une impression d'hologramme que tu peux toucher en touchant la languette. Alors d'une, j'ai rien compris. Et de deux, je veux. Je veux.
Histoire vraie, on a retrouvé le Tamagotchi de ma grande sœur qui fonctionnait encore après plusieurs mois perdu dans le jardin de notre grand-mère. Ça doit être mignon de retrouver le Tamagotchi. C'est le Bidzé. C'est le Bidzé. Bidzi. Trop bien. Avec Jean-Luc. T'as un petit hologramme de Jean-Luc Mélenchon dans la main. Ah ça, tu vas être le roi de la récré avec ça. Hein. Je confirme l'existence du Tamagotchi hologramme. C'est incroyable. Ah ouais? Attention, on va regarder la vidéo démo de Bidzé ensemble. Découvre Bitsy, ton animal interactif que tu peux vraiment toucher. Commence par sortir ton boîtier Bitsy de sa boîte pour jouer et collectionner les 15 personnages qui sont à l'intérieur. Tout d'abord, demande à un adulte de t'aider et prends une paire de ciseaux. Ensuite, tire sur la languette Essaie-moi et coupe-la. Coupe également le côté au niveau de la base du packaging. Soulève le rabat sur la partie inférieure de l'emballage. C'est technique, hein? Également les côtés du packaging. Maintenant, soulève et retourne la moitié supérieure de l'emballage de l'arrière vers l'avant. Puis retire la partie intérieure de l'emballage pour récupérer ton boîtier Bitsy. Ouvre le bas de l'emballage pour récupérer le QR code et les instructions. Coupe le scotch qui relie le boîtier au carton. Ah, mais c'est super technique le packaging là-haut. Retourne ton boîtier à l'envers et coupe les attaches reliant le plastique au boîtier. Ouvre le boîtier et retire la partie restante de la languette présente sur le haut de ton boîtier Bitsy. Une fois que c'est fait, c'est l'heure de sortir ton Bitsy du mode d'essai. Assure-toi que le boîtier est ouvert et enlève l'autocollant. Maintenant, il te suffit de faire glisser ton doigt de la gauche vers la droite sur la barre de swipe. Waouh, ton premier Bitsy est déjà là pour te rencontrer. La prochaine étape pour apprendre à jouer avec ton incroyable Bitsy est de suivre le tutoriel qui apparaît à l'écran. Caresser ton Bitsy est l'une des... On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, vous en avez déjà trop vu. Vous en avez déjà trop vu. Hop, ça part en commande Amazon directement. 39 €. Ça ne part pas en commande Amazon immédiatement. Moi, je trouve qu'on vit dans la meilleure timeline. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important que les jeunes ils aient accès à l'ensemble de ce que la technologie, de ce que le progrès humain a rendu possible. Et je trouve ça extraordinaire. Ça fait combien de boosters Yu-Gi-Oh ça? Ça part en frais de société. Non, non, non. Non, non, je vais pas, je suis désolé. À un moment, je vais pas mettre 39 balles dans un Bitsy. J'en meurs d'envie d'un certain point de vue, on va pas se mentir. Mais on va pas faire ça. On te le finance. Bah abonnez-vous. Abonnez-vous, j'achète un Bitsy. Ça fait cher la vanne. Ouais, ouais, voilà. Bon, vous me connaissez, j'ai un humour de merde, etc. Il y a un moment, combien d'argent je suis prêt à mettre dans mes blagues? Non. Ça existe les Bitsy Mélenchon. C'est un Bitsy Mélenchon et tu peux que le swiper vers la gauche. Il t'engueule tous les jours. C'est ça. T'ouvres la boîte, il t'engueule. Les amis, oula, ouf, oula. La République, non, 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 non. Non, non. Caresse ton JLM, c'est très important. Pour l'amadouer. Pour l'amadouer, tu le caresses. Il dit, tiens, fais le NFP, fais le NFP. Bon, d'accord. Ma personne est sacrée. À chaque fois que tu essaies de le caresser, ma personne est sacrée. La version Macron. Bonjour. Encore plus insupportable. Le Bitsy Macron. 49.3. Dissolution.
Ah putain. C'est notre projet. Si tu swipes à droite, ça fait une loi immigration. Très belle découverte. Mes chers amis, merci le chat de m'avoir fait découvrir ce monde dont j'ignorais les rivages. Waouh, quel voyage. Bidzi, c'est quand même quelque chose. Bon, si vous voulez m'en offrir un, j'en serais très heureux, mais je vais pas mettre 39 balles dedans. Je préfère les puffs. Et voilà, c'est ça. Exactement. Bon, trêve de conneries. Non, mais trêve de conneries. Non, mais les gars, non, on est sur un stream sérieux, là. S'il vous plaît. Concentrez-vous un peu. Je voulais qu'on parle... Non, je voulais quand même qu'on parle d'un truc que j'ai vu passer ce matin et je me suis dit... Oh, putain. C'était où? Bon, je sais plus où c'était, mais je vais vous le raconter, c'est pas grave, c'est pas un article. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, a fait savoir le 8 octobre dernier qu'il n'était pas satisfait du budget de la justice. Comme vous le savez, actuellement, le gouvernement est en train de défendre à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances pour 2025 dans lequel il prévoit des recettes et des dépenses. Dans les dépenses, on prévoit les grandes masses de budget qui vont être allouées aux différents crédits, aux différentes actions de l'État. Et parmi ces actions, il y a rendre la justice. Donc il y a le budget de la justice qui est prévu. Et comme vous le savez, le gouvernement de Michel Barnier s'est engagé dans une voie austéritaire qui consiste à réduire les dépenses de l'État de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an et d'augmenter les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises en jurant que ce n'est que temporaire et limité. Ça, on verra sur le temps long. Mais toujours est-il que les ministres ont découvert la douloureuse. Chaque ministre, il est allé dans le budget machin, il est allé checker... bon, évidemment, c'est virtuel parce qu'il le savait, hein, mais il est allé checker le budget alloué à son ministère pour l'année prochaine. Et là, ils ont été nombreux à découvrir qu'il y avait des baisses. Tu viens d'être nommé ministre et tu es à la tête d'un ministère qui va avoir moins de moyens pour travailler. T'as de quoi être fumasse. Didier Migaud, ministre de la Justice, a fait savoir publiquement qu'il était insatisfait du budget du ministère de la Justice et qu'il allait falloir l'améliorer. Sous-entendu, il va falloir sortir le chéquier parce que ça, c'est pas acceptable. Faire savoir publiquement son désaccord sur un budget, c'est un motif de renvoi du gouvernement. C'est déjà arrivé. J'ai le souvenir de Nicolas Sarkozy qui avait viré... Quel ministre déjà? Vous vous souvenez ou pas? C'était pareil, hein. C'était pareil, c'était un ministre qui avait... Ah non, c'était peut-être pas Sarkozy, c'était peut-être Hollande. C'était peut-être Hollande qui avait lourdé un ministre. Delphine Batho, mais ouais, c'était Batho, vous avez raison. C'était Batho. Delphine Batho, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, avait fait savoir publiquement dans une matinale de radio que le budget alloué à la transition écologique n'était pas suffisant. Elle était convoquée l'après-midi dans le bureau de Jean-Marc Ayrault, et le soir, on apprenait qu'elle était débarquée du gouvernement. Et c'est normal. C'est pas normal qu'on les vire quand ils n'ont pas de budget, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'un gouvernement, c'est une équipe gouvernementale, il y a une solidarité gouvernementale, il y a un projet gouvernemental qui est défendu par l'ensemble des ministres du gouvernement. Quand vous êtes ministre, vous ne pouvez pas publiquement faire savoir votre désaccord avec le Premier ministre. Ça se fait en interne, ça se fait en réunion interministérielle, ça se fait par téléphone avec le Premier ministre, ça se fait dans le bureau du Premier ministre. Vous pouvez piquer des gueulandes, vous pouvez machin, etc. Mais publiquement, le gouvernement affiche toujours le visage d'une équipe unie, solide, qui avance pour le pays, etc., etc., etc. C'est un peu le principe c'est un peu le principe de quand t'es ministre, soit tu fermes ta gueule, soit tu démissionnes. Si t'es pas content de ton budget, tu te casses. Mais tu fais pas savoir publiquement que t'es pas content de ton budget. Didier Migaud, ministre de la Justice,
Il est malin, Didier Migaud. Il est malin. Il est malin. Parce qu'il sait bien qu'il est, dans le gouvernement, un point d'équilibre du ministre de l'Intérieur. Il y a un ministre de l'Intérieur de droite dur et un ministre de la Justice issu de la gauche. C'est un équilibre qui plaît beaucoup aux macronistes, qui trouvent que ça permet de temporiser, etc. Machin. Didier Migaud se permet donc de faire ce qu'on ne fait jamais d'habitude, c'est-à-dire faire savoir publiquement son désaccord sur le budget qui lui est alloué. Ça, c'était le 8 octobre. Bon, moi j'ai dit, ok, ça commence, bonne ambiance, let's go. Ce matin, j'ai appris que Didier Migaud avait fait savoir publiquement qu'il allait démissionner si le budget n'était pas amélioré. Putain. Les bollocks du mec. Un ministre qui menace publiquement de démissionner d'un gouvernement s'il n'a pas de plus de budget. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça. Ça doit hurler à Matignon, à l'Élysée aussi. Et voilà, il tient son truc. Il tient son truc. Il tient son truc, il ira jusqu'au bout, machin, il explique, il argumente, machin, il fait son truc. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce stream « La faiblesse du gouvernement », parce que moi, ce que j'en retiens comme analyse, c'est que pour qu'un ministre se permette de faire ça, ça montre la faiblesse de Matignon. Michel Barnier, il est à la tête d'un problème inextricable. C'est un bordel monstrueux. Des ministres qui se détestent les uns les autres, qui se tirent dans les pattes, un budget affreux, qui ne satisfait personne. Gabriel Attal a dit qu'il n'était pas satisfait du budget, LR a dit qu'ils n'étaient pas satisfaits du budget, soit parce qu'il y a trop de dépenses, soit parce qu'il n'y a pas assez de recettes, soit les deux, soit l'inverse, soit tout ce que tu veux. La majorité relative très faible qui soutient le Premier ministre, elle est déchirée. Alors que la majorité relative qui soutenait Elisabeth Borne, elle était soudée. Ils étaient 245, mais ils étaient tous macronistes. Alors ok, il y avait Horizon, ok, il y avait le Modem, ok. Mais ils étaient tous macronistes. Là, il y a des macronistes et LR. Michel Barnier est à la tête d'un gouvernement dans lequel personne n'a vraiment envie d'être. Au sens où aucun des camps politiques qui composent ce gouvernement ne souhaite être associé à la débâcle annoncée de ce gouvernement. Je vous l'avais déjà expliqué sur cette chaîne plusieurs fois, mais gouverner, c'est déplaire. Gouverner, c'est insatisfaire. Gouverner, c'est assumer le bilan de l'exercice. Et c'est dur. Tu t'en prends plein la tronche, l'actualité, les professions sont pas contentes, les entreprises sont pas contentes, les consommateurs sont pas contents, les syndicats sont pas contents, l'opposition te tape sur la gueule toute la journée. Voilà, c'est un exercice particulier, gouverner un pays. Mais Michel Barnier, on sent qu'il est produit pour échouer et que personne ne veut assumer d'être membre de l'équipage du Titanic. Donc tout le monde reporte la faute sur les autres, sur autre chose, sur un truc qui leur déplaise, sur machin, etc. C'est pareil pour Gabriel Attal, hein. Je suis désolé, Gabriel Attal, il est président d'un groupe à l'Assemblée nationale qui soutient un gouvernement, et il fait publiquement savoir qu'il aime pas le budget. C'est quand même particulier. T'es en mode... je me lave les mains, ce gouvernement n'est pas vraiment le mien, je n'aime pas ce budget, je ne le soutiens pas... En tout cas, je trouve qu'il y a à en redire, et je le dis publiquement, etc. Piou. Là, Barnier, il s'est embarqué dans un truc. LR doit assumer d'être aux manettes. Mais LR ne veut pas assumer d'être aux manettes d'un truc de macroniste. De toute façon, enfin, encore une fois, vous connaissez ma chaîne, ça fait longtemps que vous la suivez, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que LR tape sur Macron
à bras raccourcis. Et là, ils sont obligés de se mettre d'accord avec Macron. Déteste ça. C'est déjà catastrophique, alors imaginez si c'était le NFP. M'en parle même pas. M'en parle même pas. Lucie Castet, première ministre, qui dit un truc un matin dans une matinale, le lendemain matin, t'as Jean-Luc Mélenchon qui dit « Oh, je suis pas d'accord. » Ok, super. Allez, l'équipe. On va essayer d'avancer. Alors, j'ai dit Jean-Luc Mélenchon, j'aurais pu dire n'importe quel autre chef de parti. Hein. Marine Tondelier qui dit non, le budget de la transition écologique, il est pas au niveau, non. Non, c'est... Pouf. Politiquement, c'est plus facile d'apparaître dans l'opposition. Oui, ce que tu dis est vrai, mais c'est vrai partout. C'est la fameuse maxime la critique est facile, l'art est difficile. Oui. C'est plus difficile de tenir le pinceau et de faire une toile que de critiquer les toiles. Et... Donc, ça n'enlève rien au fait qu'il y a des gouvernements qui sont plus ou moins forts que d'autres. Un gouvernement qui est assis sur une majorité absolue cohérente, c'est très puissant. Ça a été le cas de Nicolas Sarkozy, par exemple, avec François Fillon. C'est inarrêtable. Un gouvernement minoritaire dont la minorité s'engueule entre elles en interne, Avec le recul, est-ce que c'était une bonne stratégie politique d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale? Alors moi, j'ai pas besoin de recul pour te dire que non. C'est-à-dire que je vous rappelle que Day One, je vous ai dit, c'est une connerie, cette dissolution. Enfin, au sens macroniste du terme. C'est-à-dire que dans l'intérêt d'Emmanuel Macron, il aurait pas dû dissoudre. Il avait une majorité relative de 245 députés. C'était pas facile, mais il arrivait quand même à faire passer des textes. Il y arrivait, bon an, mal an. Parfois 49-3, parfois en négociant, parfois machin, etc. Mais bon an, mal an, ça finissait par rouler, quoi. La dissolution, je suis désolé, c'est une connerie. Quand t'as une majorité comme ça, dissoudre parce que tu t'es pris une tôle aux élections européennes, ça s'appelle une connerie. Et ça aurait été un autre président de la République que Macron, ça aurait été la même connerie. Je dis pas ça pour critiquer Macron parce que c'est Macron, je m'en fous. Tu mets Jean-Luc Mélenchon président de la République, il se prend une tôle aux élections européennes, il décide de dissoudre. J'aurais dit la même chose. J'aurais dit, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin? Parce que quelle connerie. C'est fou, ça. Ou alors, on peut aussi prendre le truc de l'autre sens. On peut aussi prendre le truc dans l'autre sens et se poser la question de savoir si Emmanuel Macron n'a pas obtenu à son corps défendant ce qu'il voulait. Emmanuel Macron disait qu'il dissolvait parce qu'il voulait une clarification. De quoi il voulait une clarification, en fait? Bon, déjà, est-ce que les Français veulent Bardella Premier ministre? Première question, on a eu la réponse. Est-ce que les Français veulent la gauche au pouvoir? On a eu la réponse aussi. C'est plus compliqué que ça. Autre clarification qu'ils voulaient, les Républicains. Que vont faire les Républicains dans la séquence de l'élection législative? Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a bel et bien obtenu une clarification. C'est vrai. Il y a eu une scission avec celui qui était à la tête du parti et qui bloquait toute forme d'alliance, qui était Éric Ciotti, qui s'est cassé du parti pour rejoindre Marine Le Pen. Ça a le mérite d'être plus clair. Et le parti est repris en main par un Laurent Wauquiez qui, lui, accepte de discuter. La clarification à droite a eu lieu. La clarification à gauche, Emmanuel Macron la voulait aussi. Emmanuel Macron voulait dissoudre pour démontrer que la gauche allait être divisée aux élections législatives, que la NUPES était terminée, qu'ils ne se remettraient pas ensemble, vu les fions qui se sont envoyés dans la gueule pendant toute la campagne, ils vont pas se remettre ensemble. Et ben la morale de l'histoire, c'est que le NFP est né et que ça a fonctionné. Clarification. Alors c'est peut-être pas la clarification que voulait Macron. Peut-être que Macron, il voulait le départ du PS de la NUPES pour négocier des alliances, machin. Bah non. Le PS, Olivier Faure, a dit non.
On fait alliance avec ceux avec qui on a fait la NUPES et on repart ensemble. Clarification. Le NFP, on en reparle dans un an. Volontiers, avec grand plaisir. On reparlera dans un an et on verra si le NFP tient toujours. D'ici là, il y aura eu un congrès du Parti Socialiste. Et d'ici là, le Parti Socialiste aura peut-être changé d'avis. Peut-être qu'Olivier Faure va se faire débarquer. On verra. Est-ce que tu as compris ce que Hollande venait faire dans cette séquence? Moi, mon point de vue, hein, c'est que Hollande regrette amèrement de ne pas avoir défendu son bilan en 2017. Et qu'il veut, d'une manière ou d'une autre, le défendre après coup. Donc ça passe par revenir au Parti Socialiste et, à mon avis, tenter de reprendre une place centrale au sein du Parti Socialiste. Raison pour laquelle François Hollande a déclaré qu'il voulait que Olivier Faure dégage. Ça ne veut pas forcément dire que François Hollande sera candidat lui-même à sa place. Ça pourrait être le cas, mais c'est pas forcément le cas. Sans Hollande, pas de Macron. Ouais, mais alors tu as aussi une analyse qui consiste à dire que si François Hollande s'était présenté à sa propre succession en 2017, il aurait peut-être, certes, perdu l'élection présidentielle, mais il aurait empêché l'élection de Macron. On n'aurait pas eu Macron si Hollande s'était présenté. On aurait eu Fillon. On aurait potentiellement eu François Fillon, ouais. Ou Jean-Luc Mélenchon. La théorie du mouchoir de poche, vous vous souvenez? Jean-Luc Mélenchon, tout ça. J'avais un article du Monde qui parle du sujet dont on est en train de parler. Je vous propose qu'on le lise ensemble. Regardez s'il est pas trop long. Non, ça va. Ça se défend. La majorité fragile de Michel Barnier mise à l'épreuve du budget. Le projet de loi de finances pour 2025 du nouveau Premier ministre a été critiqué dans sa propre majorité entre macronistes qui n'ont pas fait le deuil du pouvoir et les élus de droite turbulents. Ça promet. Michel Barnier entre dans le dur. 5 semaines après sa nomination, l'examen du projet de loi de finances pour 2025, présenté en Conseil des ministres jeudi soir 10 octobre, devant un président de la République silencieux, a débuté vendredi matin en commission des finances de l'Assemblée nationale. Cet abyssal dérapage budgétaire incontrôlé, situation internationale explosive, marché à la réaction imprévisible, balkanisation de l'Assemblée nationale, c'est un peu le franchissement de l'Himalaya sans les moufles, compatissait par anticipation l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve le 9 octobre sur France 5. Bernard Cazeneuve qui avait vu Kaizen évidemment au cinéma. Bien sûr. C'est un budget de rigueur que Michel Barnier veut faire adopter par le Parlement d'ici la fin septembre, en rupture avec ceux de ses 4 prédécesseurs. Moins de fonctionnaires, plus d'impôts pour les grandes entreprises et les plus riches, mise à contribution des retraités, ponction sur les collectivités locales doivent permettre de ramener le déficit public de 6,1 à 5% du PIB. Si la gauche a dénoncé sans surprise un budget d'austérité et l'extrême droite un effort très mal réparti entre les riches et les pauvres, les critiques sourdes aussi du camp présidentiel et notamment du groupe macroniste Ensemble pour la République, la frêle majorité relative. On soutient évidemment l'entreprise de redressement des finances publiques, dit au Monde le député Renaissance de Gironde, Thomas Cazenave, ex-ministre chargé des comptes publics dans les gouvernements d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal. Mais on n'est pas d'accord avec certains sujets, notamment l'augmentation des charges sociales sur les entreprises, qui fait repartir à la hausse le coût du travail, une rupture avec le logiciel macroniste. Ça c'est vrai, les macronistes se sont attelés à baisser le coût du travail par la baisse des charges. Et ça les emmerde qu'on reparte à la hausse.
Le gel des pensions de retraite passe mal également, tout comme la hausse des taxes sur l'électricité, seule énergie décarbonée que l'on produise, rappelle un élu. Ou encore la taxe sur les profits des plus grandes entreprises, contre laquelle l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait alerté sur France Info le 3 octobre, au nom de l'attractivité de la France. Emmanuel Macron lui-même a jugé mercredi 2 octobre à Berlin que la solution ne pouvait pas être de surtaxer. Le groupe macroniste hésite toutefois à porter le fer contre la hausse des impôts sur les grandes entreprises et les plus riches, a priori populaire. Je comprends cette hésitation du groupe macroniste, évidemment. En revanche, j'avais raté, je vous avoue, j'avais pas vu passer la critique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron critique quasiment ouvertement Michel Barnier. Sympa. Les relations ont été âpres durant la répartition du budget entre le Premier ministre et les députés macronistes. Invité par son prédécesseur Gabriel Attal à s'exprimer mardi devant le groupe EPR, le Premier ministre a pris la mouche, selon un participant, alors qu'une députée soulignait sans malice que sa venue était attendue depuis longtemps. Rien de méchant, mais il a fait preuve d'une étonnante susceptibilité pour un politique aussi aguerri. En même temps... S'étonner après coup un cadre du parti présidentiel. Je suis assez spontané, a lui-même reconnu le locataire de Matignon jeudi devant les journalistes. C'est tendu entre Barnier et les macronistes. Ça grince sur le budget. Si l'incident révèle le caractère inflexible de l'ancien négociateur du Brexit, il en dit long sur la position inconfortable des députés macronistes, entre ceux qui peinent à faire le deuil du pouvoir et ceux qui rêveraient d'être dans l'opposition car c'est beaucoup plus facile, raille l'un d'entre eux. Putain, il y a des tensions en interne au groupe macroniste. Pas mal. Tous savent cependant qu'ils devront mettre leur désaccord en sourdine et n'auront d'autre choix qu'approuver le budget. Notre électorat nous demande de soutenir Michel Barnier, atteste le député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre, proche de Gérald Darmanin. C'est vrai. Si les macronistes éprouvent des états d'âme, Michel Barnier, qui ne supporte pas l'insincérité et les coups de menton, selon un député proche de lui, doit de son côté se méfier de ses propres emportements. Sa passe d'armes avec Gabriel Attal dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 1er octobre, lors de laquelle il promet d'être très attentif aux propositions du président du groupe EPR pour faire face à un déficit trouvé en arrivant, sous-entendant que le déficit était du fait de son prédécesseur à Matignon, a eu un écho inattendu à la surprise du Premier ministre. Vous vous souvenez ? Vous étiez sur Twitch, devant ma chaîne, on a vu ça en live, ce moment absolument délicieux où Michel Barnier reproche à Gabriel Attal les déficits qu'il a trouvés en arrivant à Matignon. La punchline n'est pas passée. Le plus drôle dans cette punchline, c'est que c'est pas une punchline. C'est que tu... c'est que tu sens dans la manière qu'il a de le dire, Michel Barnier, qui veut pas envoyer un scud, en fait. En fait, il envoie un scud involontaire. Ce qui, à mon sens, rend ce scud encore plus puissant. Le tacle que t'as pas vraiment voulu faire, il est encore plus fort. Une telle médiatisation des échanges n'existe pas à Bruxelles, où il a œuvré une dizaine d'années, souligne ce même député. Ah, c'est vrai que entre commissaire européen et Premier ministre de la Ve République, en termes de médiatisation, c'est pas pareil. S'il dit ce qu'il pense à son jeune prédécesseur, Michel Barnier fait très attention en revanche à ne jamais lâcher un mot de trop sur le président de la République. Assis intitulé la dette abyssale de la France à 40 ans de laisser aller, mardi lors de la première réunion hebdomadaire des présidents de groupe du Socle commun. Soucieux de ne pas accabler dans ce huis clos réunissant toutes les composantes de la coalition, le locataire de l'Élysée. Contre toute attente, le président du groupe de droite républicaine, qui rassemble les députés LR, Laurent Wauquiez, ne facilite pas lui non plus la tâche de Michel Barnier, pourtant issu de la même famille politique. Alors qu'il devait choisir pour le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale entre l'ancien ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, Stéphane Travert, et l'altermondialiste insoumise Aurélie Trouvé, les députés LR se sont majoritairement abstenus mercredi, permettant la victoire de la seconde. Effectivement, l'abstention des députés LR en commission et le vote du Rassemblement national de certains députés RN a permis l'élection d'Aurélie Trouvé à la tête de la commission.
un accident dû à une rivalité entre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez, ce dernier ayant rompu l'accord passé en juillet pour la répartition des postes à l'Assemblée. Aussi, le Premier ministre devra-t-il composer avec des députés mélenchonistes à la tête de 2 commissions, celle des finances étant présidée par le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Michel Barnier a appelé Gabriel Attal pour lui assurer qu'il déplorait ce manque de solidarité de la part du groupe LR. Hein? Ah non, non, oui, non, d'accord. Il a appelé Attal pour se plaindre de LR. Ok, non, je comprenais pas. Michel Barnier a appelé Gabriel Attal pour lui assurer qu'il déplorait ce manque de solidarité de la part du groupe LR, au sujet duquel il se dit préoccupé. Il a également tenté de joindre Laurent Wauquiez, qui n'a pas daigné décrocher son téléphone. Ah, putain. J'aimerais tellement pas être Michel Barnier. Laurent Wauquiez décroche même pas son téléphone quand il l'appelle. L'ambiance. La fin de règne. Le marathon budgétaire ne s'annonce donc pas comme un chemin de rose pour le Premier ministre. Mais dans la bataille d'opinion qui vient, Michel Barnier a des atouts. Note Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage Ipsos. IFOP, pardon. Pardon Frédéric, excuse-moi. Le septuagénaire qui affiche le calme des vieilles troupes colle très bien avec cette envie d'apaisement des Français constatée pendant les Jeux Olympiques de Paris, juge le sondeur. C'est intéressant ça. Expérimenté, mais sorti du champ politique depuis des années, rappelé aux affaires pour redresser les comptes du pays, mais sans ambition présidentielle, sérieux et sans emphase, le Savoyard apparaît rassurant par rapport à Emmanuel Macron, président paratonnerre qui continue de cristalliser le mécontentement, constate M. Dabi. C'est marrant cette image de Michel Barnier, qui réussit à passer entre les gouttes de la critique de par sa posture, comme si une partie de l'opinion publique disait « on peut pas lui en vouloir, il a encore rien fait ». Par contre, on peut en vouloir beaucoup à Emmanuel Macron, qui lui est là depuis 7 ans et qui est responsable du marasme. C'est même presque un soutien à Michel Barnier dans le sens « fais ce que tu peux mon grand, c'est pas de ta faute, tu dois rattraper les merdes de 7 ans de pouvoir macronien ». Ouais, intéressant, why not? On verra si sur le long terme, c'est effectivement ce qui garantit le succès de Michel Barnier. Peut-être que Michel Barnier va être porté par une cote de popularité assez favorable. Je sais pas. Je vais être sincère avec vous, j'en doute. On verra. Aux yeux des Français qui aspirent à un peu de stabilité et d'apaisement, Michel Barnier joue habilement de sa posture d'homme d'expérience, abonde Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental. Une image qui sera, dans les semaines qui viennent, le seul véritable appui du Premier ministre dans un paysage politique atomisé. Ouais. L'apaisement. L'apaisement, c'est le maître mot. C'est le maître mot de Michel Barnier qui va en avoir besoin de ce maître mot. C'est bon le chat, vous êtes apaisé? C'est bon, c'est apaisé là? Vous êtes comment? Si vous n'êtes pas apaisé, je vous conseille de vous abonner. Vous allez voir, ça apaise. Mieux que Michel Barnier. L'abonnement à ma chaîne, d'ailleurs avec Amazon Prime, c'est gratuit. Voilà. La prochaine nouvelle loi immigration, c'est pour l'apaisement aussi. Ça dépend de l'apaisement de qui. Je vous rassure, si c'était une inquiétude de votre côté, ce gouvernement ne cherche pas à plaire à la gauche. Voilà. Si vous êtes de gauche et que vous n'aimez pas ce gouvernement, c'est normal. C'est ok, c'est assumé même assez largement. Non, la question c'est l'apaisement au sein de la majorité. C'est ça qui est difficile. Je fais une annonce rapide. Est-ce qu'il y a des gens de Strasbourg dans le chat? Est-ce qu'il y a des Strasbourgeois ou des gens de la région? Ils sont pas loin de Strasbourg, des gens qui bossent à Strasbourg, des gens qui aiment Strasbourg, tout ça, tout ça. Vous êtes là les Strasbourgeois? Ah, formidable. Très heureux. Bonjour les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois, je vous invite lundi prochain. Prenez votre agenda, ouvrez votre agenda. Hop, Google Agenda, là, vous l'ouvrez sur un onglet. Lundi prochain, à 19h30, je vous invite à une conférence organisée par Eurocities avec des maires de villes de toute l'Europe qui vont... Je vais animer la conférence
et ce sont des maires de toute l'Europe qui vont venir discuter sur la démocratie en Europe et la lutte contre l'extrême droite qui monte partout en Europe. C'est à partir de 19h30... Non, 18h30, pardon. Non, oui, les portes sont ouvertes à 18h30 et la conférence commence à 19h30, excusez-moi, pardon. Je vous mets le lien dans le chat, mais vous l'avez déjà, qui vous a été mis par Dart. Merci Dart d'avoir mis le lien dans le chat. Je vous mets le lien pour vous inscrire. Venez, ça va être passionnant. On aura une prise de parole de la veuve du maire de Gdańsk en Pologne qui a été assassinée. On verra aussi, vous aurez la maire de Florence, la maire de Strasbourg, la maire de... je vous en dirai plus dans les prochains streams sur qui il y aura. Mais venez, c'est moi qui animerai cette conférence et vous êtes cordialement invités. Inscrivez-vous, venez, il reste encore quelques dizaines de places. Ça va être chouette. Fin de la publicité. Voilà, c'était pour les Strasbourgeois. Trop content, let's go. Mais ouais, venez, ça va être cool. En vrai, ça va être chouette. Venez, ça va être cool. Et si vous connaissez personne et si vous avez peur de venir tout seul, venez quand même. C'est comme à Brexit, vous verrez, vous trouverez des potes sur place. C'est au Parlement européen? Non, c'est dans une salle qui s'appelle l'Aubette. C'est la salle de l'Aubette, à Strasbourg. Les Strasbourgeois connaissent. Ce sera en direct quelque part? Non, ce ne sera pas filmé. Ce ne sera pas streamé, ce ne sera pas enregistré, ce ne sera pas... C'est live, c'est 100% live dans la salle. J'ai une question. Si Marine Le Pen se prend une peine d'inéligibilité, que va-t-il se passer? Est-ce que le RN vont faire beaucoup de bruit au Parlement? Si Marine Le Pen, donc Marine Le Pen est actuellement, vous le savez, avec d'autres responsables du Rassemblement national devant la justice, dans le cadre d'une affaire dite des assistants parlementaires du Parlement européen. Elle est présumée innocente et on verra ce que décidera la justice. La justice pourrait être amenée effectivement à prononcer une peine d'inéligibilité à l'égard de plusieurs responsables du RN, dont Marine Le Pen, ce qui ferait, ça dépendrait combien de temps elle dure, cette inéligibilité. Voilà. Elle fera sûrement appel. Je ne sais pas si l'appel est suspensif de l'inéligibilité. On verra. Et surtout, si elle est inéligible, ce sera probablement Jordan Bardella, je suppose, qui sera le candidat à l'élection présidentielle. En même temps, Jordan Bardella, il est aussi concerné par l'affaire, donc ça se trouve, lui aussi va être condamné à l'inéligibilité. Et ben, ils enverront Sébastien Chenu. Vous savez, le Rassemblement national, depuis 15 ans maintenant, ils ont formé une génération entière de cadres. C'est fini l'époque où le Front National était un parti satellite de la vie politique française avec que des tocards, personne n'est jamais élu, etc. Non, maintenant les députés, le RN, ils ont des députés aguerris. Pas juste des députés aguerris. Donc ils commencent à devenir un parti capable de trouver des ressources en interne pour occuper des postes importants. Ils ont déjà eu des vice-présidents de l'Assemblée nationale, ils ont déjà eu des rapporteurs, ils ont déjà eu... De quoi on parlait avant? Oui, on parlait des marasmes à l'Assemblée nationale dans lesquels sont Michel Barnier. Ça nous donne, je trouve, un regard intéressant sur le bordel dans lequel se situe cette majorité relative extrêmement divisée, pour ne pas dire atomisée. On a du mal à voir comment Michel Barnier va réussir à s'en sortir. Est-ce qu'il va réussir à arracher un budget par 49.3? Mais quand bien même, il arrive à arracher un budget par 49.3, est-ce qu'il va réussir à faire passer la moindre loi dans la foulée, quoi? Est-ce qu'on peut imaginer un budget 49.3 rejeté par LR et Ensemble? Alors, attention, parce que quand on parle de 49.3, je vous rappelle que le seul moyen, dès lors que le 49.3 est engagé, le seul moyen de rejeter le budget, c'est de voter la censure du gouvernement.
qui, chez Ensemble et chez LR, ira jusqu'à censurer le gouvernement. Et Marine Le Pen, de son côté, va-t-elle continuer à protéger de son parapluie le gouvernement de Michel Barnier? Sachant que vous avez suivi sur ma chaîne, et vous avez bien eu raison, les motions de censure de la dernière fois, la motion de censure déposée par la gauche, le Rassemblement national a bien rappelé quelles étaient les règles. Ils acceptent Michel Barnier faute de mieux, mais ils ne soutiennent pas sa politique. C'est un vote public, une motion de censure? Oui, c'est un scrutin public. Le RN n'est pas encore prêt à censurer et possible dissolution. Le RN a aussi... une des raisons pour lesquelles le RN ne censure pas Michel Barnier pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de dissolution aujourd'hui. Si Marine Le Pen demain décidait de censurer Michel Barnier, il n'y aurait pas de dissolution, il y aurait un rentour à l'envoyeur. On retournerait à l'Élysée pour essayer de composer un gouvernement, et là il y aurait probablement le NFP qui reviendrait à la table des négociations et qui pourrait potentiellement obtenir la nomination de Lucie Castet. Et ça, Marine Le Pen, elle ne le veut pas. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce que dit très clairement le RN. Hein. Le RN dit très clairement, entre Lucie Castet et Michel Barnier, on préfère Michel Barnier. Entre Michel Barnier et Jordan Bardella, on préfère Jordan Bardella, mais comme on ne peut pas avoir Jordan Bardella, eh ben on accepte Michel Barnier. On fait un jeu de préférence. Ça ne veut pas dire qu'on le soutient. C'est-à-dire que, faute de mieux, on préfère ça. Jean, je tenais à te dire que sache que j'ai suivi ton live sur les QAG de Barnier. Le lendemain, je me suis trouvé une meuf et je pense pas que ce soit une coïncidence. Waouh, d'accord. Et bah, congrats for the sex, déjà pour commencer. Et ensuite, si mes streams vous permettent de trouver l'amour, go for it. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'abonnement fait venir l'amour. Oui, l'abonnement fait venir l'amour. C'est vrai, quand vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, vous trouvez plus facilement l'amour. Vous avez notamment un boost de match sur Tinder. Ça a été prouvé scientifiquement. Merci Colaxis, pardon. Merci Ligoubem, merci Wigo et merci Bob. Et merci Joe aussi qui se sont abonnés. Merci Monsieur Fécule. Merci Isaac, vous avez bien raison. Hein. À partir de combien de QAG j'ai le droit de demander un dédommagement? Tu peux pas demander un dédommagement, t'es pas abonné? Merci le Luapol, merci Scoot qui offre 5 subs. Merci Isaac. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a un autre sujet intéressant. C'est la promesse d'une loi sur l'immigration. Le gouvernement a annoncé qu'ils avaient l'intention, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il souhaitait faire voter une nouvelle loi sur l'immigration, la précédente ne suffisant pas, semble-t-il. On va voir une analyse de Julia Pasquale dans le journal Le Monde qui détricote un petit peu. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Un article, une analyse qui détricote un petit peu cette ambition portée par le ministre de l'Intérieur, le très droitier Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur s'inscrit dans une tradition à droite et à l'extrême droite de remise en cause du droit du sol et d'imposition de critères d'assimilation aux immigrés. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'immigration en tant que telle, mais le nombre d'immigrés. Le 8 octobre, place Beauvau, Bruno Retailleau expose sa pensée au préfet qu'il a réuni.
Devant de tels flux d'immigration, comment intégrer véritablement ? Le ministre de l'Intérieur défend une conception exigeante de l'intégration, synonyme d'assimilation. Quelques jours avant, l'ex-sénateur de Vendée déclarait sur LCI que l'immigration n'est pas une chance. Une formule qui figurait en entame du discours officiel de campagne de Jean-Marie Le Pen en 1995. L'immigration, ce n'est pas une chance pour la France, c'est même un fléau, disait alors le fondateur du Front National. Si M. Retailleau s'est peut-être risqué à un emprunt, son discours sur l'immigration relève de la constance. En 1997, comme en témoigne une archive de télévision mise en ligne par l'Institut national de l'audiovisuel, celui qui est alors un député villiériste de 36 ans plaide déjà pour une assimilation, le droit à la ressemblance, qu'il oppose à l'intégration, le droit à la différence. Il explique alors que l'immigration est une menace, parce que créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Les gens qui pensent, et notamment l'immigration africaine, les gens qui viennent, et notamment l'immigration africaine, développait-il, c'était en 97, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous. Ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Donc le problème est que les gens ne souhaitent pas s'assimiler. 27 ans plus tard, sur LCI, tout juste nommé ministre, il critique à nouveau la société multiculturelle à l'anglo-saxonne, qui comporte le risque de devenir multiraciste et engendre des chocs violents. Et je vous rappelle évidemment qu'au Royaume-Uni, cet été, il y a eu un certain nombre d'émeutes racistes, avec des passages à tabac, etc. Il vante au contraire le dépassement des origines et oppose une première génération qui avait à cœur de faire assimiler les valeurs républicaines à ses enfants. En juillet 2023, sur France Info, lors des violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, il avait jugé que pour la troisième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. On se souvient effectivement de cette sortie qui avait beaucoup tourné, qui continue à tourner beaucoup, sur la régression vers les origines ethniques des deuxième et troisième générations. Derrière ce discours, il y a l'idée que les immigrés ne sont pas assimilables, analyse l'ancienne présidente du groupe d'information et de soutien des immigrés, Danielle Lochac. La théorie du grand remplacement procède de ça. Donc de cette idée que les immigrés ne sont pas par nature assimilables de toutes les manières, ou intégrables plutôt. L'historien Emmanuel Blanchard note que M. Retailleau est par ailleurs l'un des rares gouvernants à avoir utilisé sciemment le terme de français de papier ces dernières années. C'était lors des émeutes suivant la mort de Naël. Or, cette expression renvoie à l'Action française qui, dans les années 30, désigne ainsi les nouveaux Français naturalisés par la loi de 1927, et particulièrement ceux d'origine juive. L'assimilation que le ministre défend, poursuit l'historien, sous-entend une idée fixiste de l'identité, comme si la France était une donnée immuable dans laquelle on peut se fondre. Dans le droit actuel, l'assimilation à la communauté française figure dans le Code civil comme la condition de la naturalisation. Or, c'est au droit du sol et au droit au séjour que l'extrême droite et une partie de la droite veulent l'étendre. Dès les années 80, Jean-Marie Le Pen a fait de la réforme du Code de la nationalité un argument électoral. L'année 1985 marque une étape dans l'évolution de la thématique du discours de la classe politique sur l'immigration. Ce ne sont plus seulement les clandestins que l'on désigne comme des sources de maux dont les Français sont victimes, à savoir le chômage et l'insécurité, c'est la présence d'une population étrangère nombreuse qui par elle-même représente, dit-on, une menace pour l'identité nationale, écrit Danielle Lochac dans l'ouvrage collectif L'identité politique. Elle rappelle alors qu'à l'approche des législatives de 1986, tous les partis de droite inscrivent dans leur programme la nécessité de modifier le code de la nationalité de façon qu'au minimum la naissance en France n'entraîne plus de plein droit l'acquisition de la nationalité. Ça remonte à 1986, cette idée-là. C'est fou ça. Ce sont ces débats qui déboucheront en 1993 sur la loi Pasqua-Méhaignerie, qui restreint l'accès à la nationalité, notamment
par le droit du sol pour les enfants nés en France de parents étrangers. Une réforme enterrée par la gauche en 98 et qu'a rétabli la droite sénatoriale, et M. Retailleau comme président des sénateurs Les Républicains, dans la loi sur l'immigration de 2023, donc la dernière. Avant qu'elle soit censurée par le Conseil constitutionnel. Ok, d'accord, non, je me disais bien, elle n'a pas été rétablie. Cette réforme de Pasqua, effectivement, la loi Pasqua, qui retirait aux enfants nés de parents étrangers la possibilité de devenir français, d'avoir la nationalité, en tout cas l'automaticité du principe. Le FN a toujours fait campagne sur la réforme des lois sur la nationalité. À cette tête, ou comme candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen a elle aussi promis en 2012, 2017 et 2022 de supprimer le droit du sol et d'accorder la nationalité sur des critères de mérite et d'assimilation. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que le droit du sol, c'est le fait que dès lors que tu nais sur le sol français, tu as la nationalité française à ta majorité, alors que le droit du sang, c'est uniquement si tes parents sont de nationalité française. La nationalité se transmet par le sang ou par le sol, ou par un mixte des deux. En France, en l'occurrence, on a un mixte des deux. La droite est acquise à cette cause, qu'elle soit incarnée par François Fillon en 2017 ou Valérie Pécresse en 2022. En juin 2023, M. Retailleau avait lui aussi déposé avec François-Noël Buffet, l'actuel ministre des Outre-mer, une proposition de loi allant dans le même sens. Durcissement de l'accès à la nationalité par le mariage, suppression partielle du droit du sol pour les enfants détenteurs d'un casier judiciaire et dont les parents se trouvaient en situation irrégulière à leur naissance, et contrôle de l'assimilation à la communauté française de la famille et du demandeur dans son ensemble. Le texte prévoyait aussi un examen de langue et un examen civique au contenu enrichi pour obtenir son droit de séjour de longue durée. Dans la période récente, c'est Nicolas Sarkozy, le premier à avoir voulu appliquer au droit de séjour des critères d'assimilation propres à la naturalisation, souligne François Héran, le professeur au Collège de France. Une vision dogmatique qui équivaut à penser que nul n'entre ici s'il n'en est déjà. Une loi de 2003, alors que M. Sarkozy est ministre de l'Intérieur, a ainsi introduit pour la première fois une condition d'intégration républicaine à la délivrance d'une carte de résident. Jusque-là, c'était l'État qui devait créer les conditions d'une bonne intégration. Et la carte de résident offrait une stabilité à l'immigré, recontextualise Daniel Lechac. À partir de Sarkozy, il y a eu un retournement. C'est l'immigré qui doit faire la preuve de son émigration, et ça n'a pas arrêté de se durcir. Dernier exemple en date, la droite sénatoriale a enrichi la loi Darmanin d'une disposition qui prévoit que pour obtenir tout titre de séjour, un étranger doit désormais signer un contrat d'engagement au respect des principes de la République. Une loi aussi, il doit aussi s'engager à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République. Ça, c'est une loi de quand ? Le directeur de l'Institut pour la démocratie, Christophe Bertossi, parle d'une culturalisation de la citoyenneté. Quand on évoque aujourd'hui les valeurs de la République, le sous-texte n'est plus le même qu'il y a 20 ou 30 ans. On est passé d'une vision universaliste et démocratique à un discours identitaire exclusif. Et à cet égard, M. Retailleau se retrouve au centre de ce discours qui traverse les clivages traditionnels partisans, depuis l'extrême droite jusqu'à certains membres du Parti socialiste et au printemps républicain. Elle est vachement bien, cette analyse de Julia Pasquale, des évolutions de ces dernières années du discours sur la question de l'immigration et de l'intégration. Effectivement, c'est assez juste, je trouve, ce qu'elle dit quand elle dit que Bruno Retailleau défend une vision très fixe de l'identité française. L'identité française ne bouge pas, elle n'évolue pas, elle ne change pas, elle ne s'adapte pas, elle ne se moule pas différemment. C'est même, alors ça va même plus loin pour le Rassemblement national qui défend une vision que moi je trouve ethno-culturelle de l'identité française. La France, c'est les Blancs, c'est les chrétiens, c'est une vision très fixe d'une culture et quand tu viens d'ailleurs, par définition, tu peux essayer, mais tu ne peux pas vraiment t'assimiler. Tu ne peux jamais vraiment t'assimiler. C'est exactement les discours antisémites des années 20 et 30. Hein. Le juif ne peut pas être français, quand bien même il essaye.
Quand même, quand même, il jure que c'est vrai et tout. Il ne peut fondamentalement pas devenir français. C'est vraiment cette vision-là de l'identité française qui est très particulière. Que veut dire être français au final? Bah justement, mais en fait, c'est la question de l'identité et c'est la question de la citoyenneté qui fait débat parce que les camps politiques n'ont pas la même approche. Et Bruno Retailleau, l'extrême droite, vont considérer qu'être français, c'est appartenir à une culture héritée de ses parents, de ses ancêtres, etc. Machin. La gauche a une vision, comment dire, plus juridiste de la nationalité, de l'identité, de l'appartenance à un corps social qui fait nation en ce qu'il se reconnaît des droits. C'est une vision politique de la citoyenneté, effectivement. Il faudrait un ministère de l'identité française. Mais il ferait quoi, ce ministère? Clémence Guettet, elle est passée présidente de l'Assemblée? Non. Elle s'est trompée, Clémence Guettet, dans son TikTok, dans son Insta. Elle a mis que c'était son premier jour à la présidence de l'Assemblée. Elle n'a pas présidé l'Assemblée, elle a présidé la séance publique de l'Assemblée nationale. Clémence Guettet, elle est vice-présidente de l'Assemblée, et à ce titre, elle préside certaines séances publiques. Celles qu'on a dans l'hémicycle, vous savez, vous connaissez l'hémicycle. Et bien là, il y a la séance publique. Et la séance publique, elle est présidée soit par le président de l'Assemblée, soit par des vice-présidents. Et elle est vice-présidente, et aujourd'hui, elle a présidé une séance, à ce titre. Mais elle n'est pas devenue présidente de l'Assemblée. C'est pas grave. Bon. Ça donne quoi le truc pour Aurore Berger? J'en sais rien. Il n'y a pas de nouveauté. Hein. On attend de savoir si le parquet ouvre une enquête. Par contre, cet article nous en dit pas beaucoup plus sur la procédure qui est prévue pour cette nouvelle loi immigration. Y aura-t-il une nouvelle loi immigration? Je crois que ça fait partie des questions. On a entendu que le gouvernement souhaitait déposer une nouvelle loi. On a entendu que Jordan Bardella se satisfaisait de cette annonce en disant qu'il attendait de pied ferme une nouvelle loi sur l'immigration. Il n'est pas obligé d'ouvrir une enquête? Bah si les éléments qui lui sont transmis sont de nature à présenter un délit, a priori ils vont ouvrir une enquête. Mais l'enquête sert justement à ça, à savoir s'il y a délit ou pas, donc on verra. Il y a eu des études d'impact sur les précédentes lois immigration? Pas à ma connaissance. Bah, la dernière loi immigration, elle date de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aurore Berger? Pour faire simple, un journaliste a mis au jour des informations qui tendent à prouver qu'elle aurait menti au cours d'une commission d'enquête où elle était sous serment. Et mentir sous serment, comme vous le savez, c'est un délit, ça s'appelle parjure. Et voilà. Et l'Assemblée nationale a transmis les informations en sa possession à la justice. Charge maintenant à la justice d'ouvrir éventuellement une enquête. Voilà. Parjure, c'est grave pour un élu de la République.
Oui, après ça dépend du niveau du mensonge et de ses implications, etc. Ça, c'est à la justice d'évaluer. Si devant une commission d'enquête, tu dis que t'as 37 ans alors qu'en fait t'en as 38, c'est pas sûr que la justice, que le parquet te traîne en justice en disant ah, c'est un scandale absolu, il a menti. Non, il s'est juste trompé d'une année, c'est pas grave, on s'en branle. Tu vois. Donc ça dépend. Là, en l'occurrence, Aurore Berger, c'est un peu plus grave, hein, semble-t-il, puisque d'après les éléments qui ont été révélés, elle a nié avoir des liens avec une personne en particulier. Et un journaliste a démontré qu'elle, semble-t-il, elle avait bel et bien des liens avec cette personne. Je précise que Aurore Berger a porté plainte contre le journaliste en question pour diffamation. C'est donc désormais à la justice de tirer tout ça au clair. Les gens encartés dans le chat, est-ce que vous savez si la liste des adhérents d'un parti politique est publique? Bien sûr que non. T'es fou ou quoi? Bien sûr que non. Elle a vraiment porté plainte? Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas si elle a vraiment porté plainte, pardon. Elle a annoncé qu'elle déposait une plainte pour diffamation contre le journaliste. Après, est-ce qu'elle l'a fait? Je sais pas. La commission, c'était sur quoi? Bah, je crois que c'était une commission d'enquête sur les crèches et la petite enfance. Est-ce que les parties de la dernière loi immigration censurée sur la forme sont constitutionnelles sur le fond? Ça, c'est une bonne question que tu poses, effectivement. Parfois, le Conseil constitutionnel censure des dispositions dans une loi parce que elles sont mal rédigées ou elles ne sont pas dans la bonne loi. On appelle ça des censures de forme. En gros, le Parlement n'a pas respecté la forme. Mais le Conseil ne se prononce pas sur le fond. Donc peut-être que si ces mesures sont désormais adoptées sous la bonne forme, le Conseil constitutionnel pourra être amené à se prononcer sur le fond. La plupart, c'était des cavaliers législatifs. C'est ce qu'on appelle effectivement, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. C'est-à-dire que le Parlement profite d'une loi qui passe pour faire passer quelques articles qui n'ont rien à voir avec la loi, mais ça l'arrange, donc ils le font là. Et ça, le Conseil constitutionnel, il censure. Il dit non. Vous pouvez pas faire ça. Vous devez voter une loi spécifique sur le sujet. Ils commencent par le fond et après le fond sur la forme, où ils peuvent faire une pierre deux coups. Non, alors je me souviens plus très bien, je t'avoue, parce que là on rentre vraiment dans la cuisine technique des saisines du Conseil Constit. De mémoire, le Conseil Constit ne se prononce que ce sur quoi il a été saisi. Or, les députés d'opposition saisissent souvent le Conseil Constit avec des arguments de forme. Notamment parce qu'ils ont plus de chances de passer que des arguments de fond où c'est plus rock'n'roll. C'est un mix un peu difficile à faire. Hein. Les saisines du Conseil Constit, c'est un choix stratégique et tactique un peu précis que tu dois faire. On ne peut pas interdire les pots de fleurs orange dans une loi sur la limitation de vitesse. Ouais. Ouais, non, mais tu vois, c'est un peu caricatural ce que tu dis, mais c'est un peu ça. Tu vois, si tu fais une loi sur la sécurité routière, tu peux pas mettre dedans des dispositions genre qui n'ont rien à voir, quoi. Enfin, des trucs sur les dépôts de permis de construire. C'est quoi le rapport?
Ça, t'as pas le droit. Le prix des glaces à la fraise, c'est ça. Mais bon, après tu peux bien rédiger ta loi et tu peux faire un lien direct. Donc, c'est ça le cavalier législatif. Oui, le cavalier législatif, c'est le fait je sais pas comment dire, mais de faire grimper un article ou plusieurs articles sur une loi pour profiter du fait qu'elle est en train de passer, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle un véhicule législatif. L'Assemblée examine des lois et bon, bah, pendant 2 semaines, on va discuter de ces lois, on va voter avec plein d'articles et tout. Bon, bah, c'est un véhicule. Et un véhicule, ça peut être pratique parfois de s'en saisir pour dire, bah tiens, je vais en profiter pour faire passer des lois sur un autre truc. Parce que je suis pas sûr dans l'agenda de pouvoir en discuter avant un an ou un an et demi ou deux, tu vois. Donc, t'en profites, tu vois. Au débeauté, tu fais passer le truc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Et le Conseil Constit censure les cavaliers législatifs lorsque vraiment il n'y a rien à voir. Je me souviens aussi, dans les jurisprudences du Conseil que j'avais étudié quand j'étais étudiant, le Conseil constitutionnel censure le bavardage législatif. Le Conseil constitutionnel, il empêche l'Assemblée de voter des lois qui sont écrites avec des espèces de style empoulé dans lequel il rajoute des phrases qui en fait ne veulent rien dire, qui ne portent pas de dispositions législatives ou légales ou productrices de droit et voilà, qui en font des caisses. Par exemple, tu fais voter une loi sur n'importe quoi, une loi sur la culture, et dans un des articles, tu mets à article 7, la culture est un élément essentiel de la France. Point. Il est donc machin, et après tu rajoutes un truc. Et bah ça, le Conseil constitue, il va censurer la première phrase. Il va faire non mais ça, c'est pas une loi ça. Si vous faites un espèce de statement chelou là, c'est qu'on s'en branle en fait. Vous pouvez pas, non. Ça c'est du bavardage en fait. Vous rajoutez du texte, ça dégage. Si les parlementaires tentent quand même de faire passer des cavaliers, c'est bien que des fois ça passe. Ça peut passer si effectivement ça a un rapport avec le sujet de la loi. Encore une fois, il faut que ça ait un rapport avec le sujet de la loi. Et donc parfois, il y a des députés qui estiment que leur amendement a un rapport avec le sujet de la loi, mais le Conseil constitue n'est pas d'accord. Il dit bah non. Hmm. Si aucune opposition ne saisit le Conseil constitue, le cavalier est quand même censuré. J'ai un doute là-dessus parce que de toutes les manières, je vous rappelle qu'il existe un contrôle a posteriori des lois, de la constitutionnalité des lois, qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité, et c'est un dispositif qui permet de revenir sur des lois déjà entrées en vigueur. Donc, quand bien même le Conseil constitue ne censure pas la loi parce qu'il n'a pas été saisi sur la loi en première lecture, enfin, pardon, au moment de son entrée en vigueur, il peut tout à fait revenir dessus à l'occasion d'une QPC un an plus tard, parce qu'un justiciable le saisit, vous voyez. Hmm. Donc voilà, ça fait partie des sources effectivement de contrôle de constitutionnalité sur lesquelles il peut éventuellement y avoir une censure. Mais c'est un sujet passionnant, hein, les saisines du Conseil constitue et les méthodes de décision du Conseil constitue pour arrêter sa décision sur des points hyper précis. Euh,
Peut-on un jour imaginer la privatisation de l'éducation nationale? Bah, si ça te fait plaisir de l'imaginer, tu peux l'imaginer, bien sûr. Des nouvelles sur l'avancement de rentrer le consentement dans la définition du viol depuis que Didier Migaud s'est dit favorable? J'en sais rien du tout. J'ai pas du tout suivi ce dossier-là. Je sais pas où ça en est. Il y a combien de personnes au Conseil constitutionnel pour vérifier tout ça? Les membres du Conseil constitutionnel sont 9, plus les membres surnuméraires qui sont peu nombreux parce que ce sont les anciens présidents de la République. Voilà. Alors après, il y a combien de fonctionnaires qui bossent au Conseil constitutionnel? Ça, j'en sais rien. Les présidents ne siègent plus. Bah, les actuels anciens présidents de la République en vie, il n'y en a que 2. Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et ils ont tous les deux déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de siéger au Conseil constitutionnel. Donc, voilà. Est-ce qu'Hollande peut y aller même s'il est député? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas qu'un député en exercice puisse siéger au Conseil constitutionnel. À Skip, ça les embête d'y aller. Ah oui, non, mais moi je les comprends. Hein. Quand t'as été président de la République, quand t'as la vie que tu mènes, quand t'es un ancien président de la République, c'est chiant à mourir d'aller t'enfermer dans un cercle de juristes qui se triturent le ciboulot toute la journée pour essayer, enfin pour juger. Non, non, c'est casse-couille. Ah non, non, je les comprends. Hein. C'est bien payé? J'en sais rien. Oui, je suppose. Ça doit être à peu près l'équivalent d'une Cour suprême, donc oui, oui, ça doit être assez bien payé, ouais. Faut être juriste et ancien politique pour être au Conseil constitutionnel. Non. Ni l'un ni l'autre. Giscard l'a fait, oui c'est vrai, Giscard l'a fait. Giscard il siégeait au Conseil constitutionnel, ouais. Je me souviens, après 2007, juste pour faire chier Giscard, Chirac, il est allé au Conseil constitutionnel aussi une fois. Parce que c'était présidé par Debré. Et Debré, c'est un Chiracien. C'est 13 000 euros bruts, membre du Conseil constitutionnel. Très bien. Pas étonnant. Pas étonnant. Avec les municipales qui arrivent, est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert un maire? Je peux essayer de t'expliquer, effectivement. Un maire, c'est un élu local dans la circonscription d'une commune. Il préside un conseil municipal qui l'élit, sauf les maires de toutes petites communes où il n'y a pas de conseil municipal, il y a juste un maire qui est élu directement. Le maire, il a une double casquette. Et ça, il faut garder en tête le fait que le maire, il a 2 casquettes sur la tête. Il est à la fois un élu local qui mène une politique au niveau local, et il est également agent de l'État. Il est officier d'état civil, par exemple. Le maire marie les couples au nom de l'État, au nom de la loi, pas au nom de la mairie. Il le fait en tant qu'agent de l'État. Voilà. Il a des pouvoirs d'OPJ. Oui, le maire est officier de police judiciaire et officier de police administrative, ce qui veut dire que dans le cadre des fonctions qui sont les siennes, s'il a la connaissance d'éléments susceptibles d'être délictueux, il doit saisir le procureur obligatoirement. Donc oui, il a ce rôle-là, mais c'est pas parce qu'un maire est officier de police judiciaire qu'un maire peut placer des gens en garde à vue, par exemple. Non, un maire peut pas placer les gens en garde à vue. Un maire est grand électeur, oui tu as raison, un maire est grand électeur, il participe aux élections sénatoriales.
Un maire est également... quoi d'autre? Un maire est à la tête d'un conseil municipal qui mène des politiques au niveau de la commune, dans les compétences qui sont celles des collectivités, enfin de la commune, donc qui sont celles de l'ultra-localité, la propreté par exemple, l'assainissement, les écoles maternelles et élémentaires, la police municipale, effectivement. Il peut mener des actions culturelles, il peut mener des actions... il y a un principe de compétence générale, hein, donc s'il veut mener des actions en faveur de culture, il peut. Après, il faut bien comprendre aussi un truc, c'est que aujourd'hui en France, il y a quelque chose qui s'est considérablement développé ces dernières décennies. Ce sont les établissements de coopération intercommunale. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des mairies qui se mettent ensemble. T'as 5 mairies dans un coin, là. Ils disent, bon, bah, venez, on crée ensemble la communauté de communes du coin. Et l'organisme qui va diriger cette coopération intercommunale, ça s'appelle un EPCI. Alors, c'est du jargon, je suis désolé, ça veut dire établissement public de coopération intercommunale. Et donc, c'est l'EPCI qui, en général, a le plus de compétences, qui s'occupe de l'assainissement, qui s'occupe du transport scolaire, qui s'occupe d'énormément de choses où les mairies délèguent. Donc il y a de moins en moins de maires isolés, tout seuls, qui font dans leur coin des trucs. Voire même, il n'y en a plus du tout, parce que je crois qu'on est passé à... Il y a eu une loi de généralisation de la carte des EPCI, de la carte de l'intercommunalité, qui fait que maintenant, toutes les communes sont dans une interco d'une manière ou d'une autre. C'est un peu une super mairie. C'est un peu une super mairie, oui, c'est une fédération de mairies, donc voilà. Ouais, c'est devenu obligatoire, on est d'accord. Donc c'est pour ça que vous entendez parfois parler de la métropole, la communauté d'agglo, la communauté de communes. Alors il y a plusieurs noms comme ça, un peu à la con. C'est pas très important de connaître les différences entre les trucs. Dites-vous juste que une mairie, elle est dans un réseau de mairies, et qu'en réalité, c'est ce réseau qui a le plus de pouvoir. Ils partagent leur budget. Oui, oui, ils partagent leur budget, ils ont des ressources propres, donc ils ont leurs propres impôts locaux qui leur permettent de mener des actions, etc. Et puis ils ont des financements de l'État. L'État finance le fonctionnement régulier des mairies, des EPCI, via ce qu'on appelle la... Putain, comment elle s'appelle? Ah, je suis fatigué. La dotation de fonctionnement. La dotation de fonctionnement. Notamment, alors il y a la dotation de fonctionnement, il y a aussi des dotations d'investissement qui existent, mais c'est la dotation de fonctionnement. Et voilà. Et il y a des barèmes et tout ça est très compliqué. La dotation globale de fonctionnement, la DGF. La dotation globale de fonctionnement, et c'est d'ailleurs là-dessus que le gouvernement, vous avez entendu Michel Barnier, qui a l'intention de réduire ça. Hein. Il a l'intention de donner moins d'argent aux communes, donc les communes vont devoir soit se serrer la ceinture, soit prélever plus d'impôts locaux. Dans la mesure de ce qu'elles peuvent prélever, parce qu'il y a des limites là aussi, tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a quoi comme impôts locaux à part la taxe foncière? Alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont disparu, hein, parce qu'il y avait la taxe d'habitation qui a disparu. Alors elle n'a pas disparu pour tout le monde. Hein. Elle a disparu pour 80% des Français, je crois. Mais les plus riches continuent à la payer. Il y a la taxe d'habitation. Avant, ça n'existe plus, mais il y avait la taxe professionnelle sur les entreprises. Il y a la taxe de prélèvement des ordures ménagères.
Il y a des... Ouais, il y a des contributions, les CFE et CVAE pour les entreprises, c'est vrai, vous avez raison. La taxe de séjour, ouais, pour les touristes. Tout à fait, la taxe de séjour dans les hôtels et tout. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont augmenter le budget de l'Élysée et si oui, comment l'interpréter? Je sais pas s'il y a une grande interprétation à avoir sur le fait que la présidence de la République a un budget de fonctionnement. Et oui, la présidence de la République, ils ont annoncé une augmentation de ces 3 millions d'euros, c'est ça? Une augmentation de son budget. Ça a toujours fait l'objet de discussions et de polémiques, hein, le budget de l'Élysée, c'est normal. Je me souviens que François Hollande l'avait réduit un petit peu et que Macron l'a réaugmenté. Euh, Je sais pas du tout, c'est l'inflation. Ils payent plus de gens pour faire plus de trucs. Je suppose, j'en sais rien. Mmh. Et oui, oui, il y a aussi il y a des frais de représentation, il y a des frais de réception, il y a des... Puis il y a juste, ils payent des salaires, hein, ils payent des gens qui bossent pour, pour la présidence de l'Assemblée. Pour la présidence de la République, pardon. Oula. T'as vu que Didier Migaud a menacé de démissionner si on baissait le budget de la justice? On en a parlé pendant au moins une demi-heure. Je vous laisserai regarder le replay du stream. Vous verrez. Je vais vous laisser, les amis. Il est 19h30 déjà. Il est 19h30 déjà. Je vais vous laisser. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour le live sur la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Laissez-moi juste checker à quelle heure ça commence pour pas me tromper. Allez, le site de l'Assemblée, arrête de ramer. Tu peux le faire. J'ai confiance. Non, 0. Toujours très intéressant ton stream, merci. Merci à toi, ça fait plaisir, c'est gentil. C'est à 15h, ok, donc je live à 14h, mardi 14h, séance de questions d'actualité au gouvernement sur ma chaîne. On suit ça ensemble. Et voilà, je vous rappelle les Strasbourgeois que je vous retrouve lundi soir à 19h30 à l'Aubette. Inscrivez-vous sur le WizEvent pour la conférence que j'animerai sur les maires européens. Merci les copains d'avoir été là, c'était chouette. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Salut tout le monde!